Alors, rebonsoir Monsieur Filoche. Bonsoir. On a donc regardé le débat ce soir chez vous. Attentivement. Voilà, donc on aimerait savoir ce que vous en avez pensé. Valls donne toujours des coups de menton. Il est toujours pour la sécurité, l'autorité, la fierté, la République, mais pas pour le social. Ça, c'est clair que ce mot-là n'arrive pas à franchir sa bouche. Il n'arrive pas une seule seconde à dire qu'il faut parler des salaires, du droit du travail, de la durée du travail, du partage du travail. Il n'arrive même pas à une seule seconde à dire comment il va réduire 6 600 000 chômeurs, alors que sous son mandat, il y en a 1 300 000 de plus. Donc ça, c'est là quand même la première chose, parce que c'est lui qui est le Premier ministre sortant. On l'écoute là, il dit à la fin, mais j'ai sauvé les intermittents. Mais les bras m'en tombent, carrément. Parce qu'enfin, les intermittents se sont sauvés eux-mêmes en occupant tous les lieux de spectacle au mois d'avril pour arriver à empêcher que la loi El Khomri ne détruise le maigre statut qu'ils avaient obtenu à travers des dizaines d'années de lutte. Et ils ont été obligés d'imposer à Valls et au MEDEF des choses que ni Valls ni le MEDEF ne voulaient leur donner. Et vous avez ce Premier ministre qui arrive qui dit j'ai sauvé les intermittents. C'est comme sur tout le reste, il ment. Donc c'est ma première cible dans ce débat. Parce que s'il y a une validation quelconque de ce que Manuel Valls a fait dans les dernières années, la gauche est foutue. Et si c'est lui qui passe, il n'y aura pas d'unité de la gauche, on le sait bien. D'accord, alors vous êtes en colère contre Manuel Valls, ça on l'a bien compris. Est-ce que votre poulain Arnaud Montebourg a été à la hauteur ce soir? Ah mais j'ai pas de poulain. Je suis respectueux de chacun des candidats, de Benoît Hamon et d'Arnaud Montebourg, parce que je pense que tous les deux incarnent la gauche du parti. Je choisis Arnaud Montebourg parce qu'il l'a redit, il est le candidat pour la feuille de paye, donc pour l'augmentation des salaires et pour la défense de ce qu'est la feuille de paye. La deuxième chose, c'est que Arnaud Montebourg a encore une fois dit qu'il était l'adversaire des puissants. Ça joue un petit peu le rôle de la France contre la finance il y a 5 ans. Sauf que là, je crois qu'il affiche une détermination qui compte. Et ensuite, il a redit aussi, en matière de droit du travail, qu'il était contre la loi El Khomri. Et l'affaire des différentes prises de position qui sont les siennes me donne plutôt l'idée que ça va dans le bon sens. C'est pour ça que je l'ai choisi. Pareil. Voilà. J'ai un petit désagrément avec mon ami Benoît Hamon. Je ne suis pas pour le revenu universel, je suis pour le salaire. Je ne suis pas pour un revenu qui soit payé par les salariés eux-mêmes. Je suis pour que le salaire soit payé par les capitalistes, par les actionnaires, par les employeurs et puis par les rentiers, c'est-à-dire en fait par le CAC 40. Je ne suis pas pour que la protection sociale, on se la paye nous-mêmes, je suis pour que ce soit le patron qui la paye. Donc le salaire net et le salaire brut. Je suis très content d'ajouter à ce que dit Arnaud quand il dit je suis le candidat de la feuille de paye et moi je suis le candidat, j'étais le candidat du salaire pour tous. Ça se marie très bien. Alors ensuite, après, quels sont les autres candidats? Pour moi, ils sont un peu secondaires. Excusez-moi de leur dire. Il y a 5 autres candidats. Probablement qu'il y en a 3 ou 4 qui vont appeler à voter Manuel Valls dès dimanche soir. Ils sont là pour ça. Lesquels par exemple? De Rugy, Benamias et monsieur, je l'oublie, le troisième, Madame Pinel, pardon. C'est pour ça que je dis pas monsieur. Mais Payon, le problème c'est qu'il est très effacé. Il essaie d'avoir une position, il a un peu improvisé son rôle et il est très effacé. Très Alors, vindicatif contre Valls, vous y voyez l'ombre de Hollande derrière lui? non, oui, peut-être. Enfin, ça ne me frappe pas parce que je ne sens pas bien ce qu'il dit. Il est professeur de philosophie, moi je l'étais aussi, il a écrit des romans policiers, moi aussi. Mais moi j'aime bien, quand je débat politique, donner des chiffres. Et j'ai remarqué que Vincent Payon n'en donnait jamais. Et moi je suis toujours intéressé par le SMIC, par la retraite, par la durée du travail, par le taux de précarité, par les salaires maxima, comment on les fixe. Et quand on ne donne pas de chiffres, c'est que c'est flou et il y a un loup. Ça, c'est la phrase d'Arnaud Montebourg. C'est vous qui lui avez soufflé cette Non, phrase? pas du tout, il n'avait pas besoin de souffler des phrases, mais c'est une phrase, vous savez bien, que Martine Aubry avait utilisée dans les primaires il y a 5 ans. Donc c'est pour ça qu'elle ressort avec un clin d'œil. Mais bon, pour revenir aux deux, vous avez le choix dimanche prochain entre Arnaud Montebourg ou Hamon. Moi, mon choix, c'est Arnaud. Alors, une des choses qui vous a... Et, Oui. et Valls de l'autre côté. C'est en fait un choix entre l'aile gauche du Parti socialiste, qui en fait veut faire revenir le Parti socialiste à l'école de Jaurès, et vous avez l'aile droite du Parti socialiste, qui est incarnée par Valls. En gros, c'est Tony Blair, Schröder et tout ce qui est le social-libéralisme. Pas très loin de Macron, bien qu'il soit dans le Parti socialiste, mais c'est pas le choix qu'il faut faire. Et je voudrais que l'aile gauche l'emporte sur l'aile droite. Je vais même vous dire mon rêve, peut-être un rêve, c'est que Valls soit battu dès le premier tour. Pour ça, il faut qu'il y ait des millions de gens qui viennent voter. Parce que quand on va voter contre Valls, on va voter contre le 49-3. Quand on va voter contre Valls, on va voter contre la loi El Khomri. Quand on va voter contre Valls, on va voter contre le CICE et 41 milliards donnés au grand patronat.
Alors justement, ce qui vous a permis de choisir entre Montebourg et Hamon, c'était aussi leur position vis-à-vis de Macron. Oui, c'était un des éléments, et là j'ai bien entendu que Arnaud de Montebourg dit clairement que bon, Macron est un lunaire un peu, c'est ce que je dis souvent. Moi je dis que c'est un Bernard Tapie, un prédicateur, et que tous les gens qui en ce moment remplissent les salles, ils vont pas tarder à se poser des questions. Et que plus le singe monte haut dans le cocotier, plus on voit son derrière, et on va pas tarder à voir le derrière de Macron, il sera comme celui de Bernard Tapie, et éphémère je l'espère, et qu'il n'y a pas de place entre la gauche et la droite. La gauche représente le camp du salariat, de ceux qui produisent les richesses, et la droite en général le camp de ceux qui exploitent ces richesses et qui s'en mettent plein les poches sur le dos du salariat. Et Mmh. donc gauche-droite, au milieu, s'il y a quelqu'un qui lève le doigt, qui dit « Ah, j'aime tout le monde », c'est qu'il y a un flou et un loup, encore une fois. D'accord. Ce soir, on a donc beaucoup de gens qui commentent, hein. D'ailleurs, merci beaucoup. On vous incite à continuer à commenter. On a notamment une personne qui parle du revenu universel. Donc, Mhm. c'est également un des thèmes qui vous a permis de choisir entre Oui. Monsieur Montebourg et Monsieur Hamon. Alors, cette personne disait que justement, lorsqu'un patron payait moins un employé parce qu'il était aussi, il bénéficiait également du revenu universel, ça lui permettait aussi d'embaucher plus de salariés. Et donc, ça faisait baisser le chômage. Parce que vous croyez que ça marche comme ça, vous, le capitalisme? Si un patron a une marge plus grande, il la garde pour lui. J'ai jamais vu les employeurs, les actionnaires redistribuer leur marge généreusement en embauchant s'ils n'y sont pas contraints. Le grand problème de notre société aujourd'hui, c'est que ça rapporte plus de mettre dans la finance que dans l'emploi. Ça rapporte plus de mettre de l'argent aux îles Caïmans que de le mettre dans nos activités de tous les jours. Et donc tant que ça sera ça, c'est-à-dire tant qu'on ne sera pas attaqué à la finance du point de vue du contrôle fiscal, du point de vue du contrôle bancaire, tant que ce n'est pas la finance qui sera sur la défensive, eh ben on n'aura pas d'emploi. Et si vous me dites si on fait plus de marge pour les employeurs, ils embaucheront plus. Mais c'est ce qui est arrivé depuis 4 ans. On aura donné 41 milliards, ils n'ont pas embauché plus. Même les marges aujourd'hui des entreprises en France, elles n'ont jamais été aussi grandes. Bien que les gens comprennent, jamais les grands patrons, je ne parle pas du petit, je ne parle pas des petits, jamais les grands patrons n'ont été aussi grands. Jamais les dividendes n'ont été aussi élevés. Jamais autant il y a eu de marge. Ils n'ont pas embauché. Ils se les gardent. Ils spéculent dessus. Ils vont les mettre à Singapour, ils vont les mettre au Luxembourg, parce que l'argent rapporte plus que le boulot. Et il faut arrêter cette société de l'argent et de la finance. Il faut faire la réforme bancaire, il faut faire la réforme fiscale. Et c'est beaucoup plus sûr que le revenu universel, si je peux me permettre de le dire. Et en plus, je vais vous dire, revenu universel, c'est aléatoire quand même quelque chose. C'est les salariés qui vont se le payer eux-mêmes par leurs impôts. Je préfère que ce soit le capital, les rentiers, les actionnaires qui payent notre sécurité sociale sur notre feuille de paye. Sur la feuille de paye, on a le salaire net et le salaire brut. Le salaire brut, c'est à nous, hein. C'est à nous. Si vous dites, ah ben on vous donne plus le salaire brut, on va vous donner un revenu universel, c'est vous qui allez le payer, eh ben, vous n'allez pas manifester souvent pour l'augmenter. Hein. Et puis d'autre part, vous n'aurez plus le salaire brut, c'est-à-dire ce que vous paye le patron avant. D'accord. S'il faut retenir une intervention ce soir, laquelle vous retiendriez? Oh, bah, celle d'Arnaud, quand il revient sur la question des puissants. Moi, je trouve que il dit aux gens, il y a une question de volonté. À un moment donné, il dit, c'est tout mon parcours. Eh bien, il donne une idée qui a quand même un affrontement derrière cette compétition électorale. Tout le monde n'est pas bisounours, tout le monde n'est pas à égalité dans cette bataille. On sait que pour que ça change, il faut redistribuer les richesses. Donc, il faut les prendre au 1% d'en haut, aux puissants, pour les redonner à nous, tous, les 99% qui produisons les richesses de ce pays et qui n'en recevons pas la part qu'on mérite. D'accord. Alors ce soir, donc, il y a eu le débat du Parti socialiste, mais est-ce que finalement, vous trouvez que c'est le PS qui a gagné ce soir, ou est-ce que c'est plutôt Macron et Mélenchon qui n'étaient pas présents pendant ce débat? Ah bah non, là c'est évidemment il va venir combien? Peut-être 1,7 million, 2 millions, 2 millions et demi, c'est ce qu'on s'interroge. Ça serait 3 millions, ça me réjouirait pour venir voter dimanche. Hein. On peut voter seulement, on dit je suis de gauche, on donne 1 euro et on vient voter si on est écrit sur les listes électorales. Il y a 7500 bureaux de vote quand même. Et donc j'espère que 2 millions ou 3 millions de personnes vont venir. Si c'est ça, c'est très bien parce que, excusez-moi, c'est pas les socialistes. Vous avez commencé à dire c'est les primaires socialistes. Vous savez combien il en reste des socialistes? Des vrais, au sens encarté du terme? 30 000. Parce que le Parti socialiste, il a fondu à cause de la politique de Hollande. Il a fondu à cause de la politique de Cambadélis et puis de Valls. Par conséquent, il était 125 000 au Congrès de Toulouse il y a 4 ans.
Et il n'en reste plus que 30 000 au vote du mois de décembre. Donc ceux qui vont décider, c'est pas les membres du Parti socialiste, c'est les militants de gauche, les électeurs de gauche. Et c'est pour ça que j'ai confiance. Venez, venez, ça va être votre choix. Ce n'est pas des primaires socialistes, pas du tout, presque pas du tout. Et vous allez pouvoir choisir les candidats qui ne sont pas dans la lignée de la défense du gouvernement Hollande-Valls-Macron. Votez contre le trio Hollande-Valls-Macron. Votez, vengez-vous de la loi El Khomri qui a été imposée par un coup de force avec le 49-3. Vous êtes 1, 2, 3 millions à pouvoir tourner la page de la gauche et du même coup à la faire revivre. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a des gens extraordinaires avec Facebook Live, c'est qu'on a des gens qui nous regardent de partout dans le monde. On a même des gens qui nous regardent du Brésil, on les salue bien fort. Alors, on a une question intéressante d'une personne qui nous regarde en ce moment même, qui est assez simple, c'est qu'est-ce qu'est la gauche? Le camp du salariat. Ceux qui produisent les richesses, c'est ceux qui, en général, n'en reçoivent pas ce qu'ils devraient recevoir. Parce que c'est pris par ceux d'en haut. Vous savez, dans cette société, ça ruisselle pas. Ça siphonne. Et ceux d'en haut, l'oligarchie, 1% des gens, les plus riches, les rentiers, les puissants, ils siphonnent, ils siphonnent, ils siphonnent. La gauche est celle qui dit stop. On veut pouvoir partager. On veut pouvoir redistribuer. On partageait le travail. Partager les salaires en les faisant meilleurs que les dividendes. On veut pouvoir changer la société avec plus d'égalité en même temps que de fraternité et de liberté. Ça, c'est la gauche. Vous n'entendrez pas ça une seule fois à droite, et vous n'entendrez pas ça une seule fois dans la bouche de Manuel Valls, et vous ne l'avez pas entendu en pratique dans les discours et dans les actions de Hollande et de Macron, qui nous ont fait 1,3 million de chômeurs de plus quand même en 4 ans. Justement, la gauche à l'épreuve du pouvoir, on voit bien que souvent elle s'éloigne de cette définition que vous venez de nous donner. Alors pourquoi? Souvent non, quand même on a bien eu les 40 heures, les 39 heures et les 35 heures avec la gauche. On a quand même bien eu la retraite et la retraite à 60 ans avec la gauche. On a quand même bien eu une série de droits démocratiques sur le remboursement de l'avortement ou bien sur l'abolition de la peine de mort avec la gauche. Tout ce qui a été progressiste dans notre pays a été fait avec la gauche, bon sang. Alors vous me direz, pourquoi vous me posez la question? Parce que malheureusement, le dernier quinquennat, ça non. Ça a été raté. Ouais. Il a même attaqué des choses qui avaient été faites, Hollande, et attaqué des choses qui avaient été faites par Léon Blum, par François Mitterrand et par Lionel Jospin. Valls a défait les 35 heures. Valls a diminué le paiement même des heures supplémentaires pour les ramener de 25 à 10%. Alors, et en plus, il dit qu'il veut défiscaliser les heures supplémentaires qu'il a lui-même baissé. Alors, ça veut dire que les salariés se les payent et que c'est les patrons qui les payent plus. Tout ça, c'est vrai que le dernier quinquennat vous fait vous interroger sur la gauche et moi aussi. Mais moi, je sais, ça reste le salariat. Et après, du point de vue des partis politiques, c'est curieux à gauche en France aujourd'hui. Il y a 19 partis de gauche, des petits, des moyens, des grands. Il y a 8 syndicats. Et dans tout ça, il y a peut-être une trentaine d'orientations politiques. Tout le monde a son idée sur ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est unir. Unir, ça ne veut pas dire que tout le monde renonce à ses idées. Ça veut dire qu'on choisit les 3, 4, 5, 6 points qui sont essentiels. Arnaud Montebourg a bien parlé de la réforme fiscale, il a bien parlé de la réforme bancaire, il a bien parlé de la feuille de paye, il a bien parlé du fait d'affronter les puissants contre une politique d'austérité et de dire qu'on n'allait pas continuer avec l'Europe à céder à Mme Merkel. Donc il a même dit qu'il allait remettre en cause tous les traités dans leur caducité. Première fois que je l'entends aller aussi loin. Donc en vérité, c'est ça qui est en jeu. Sur quels axes on va pouvoir s'unifier demain, je le dis clairement, avec Jean-Luc Mélenchon et avec Yannick Jadot. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Parce que c'est là qu'est la majorité. J'entends que les uns et les autres disent, attendez, le Parti Socialiste, cette primaire va être pris en tenaille entre, je sais pas, Macron et Mélenchon. D'abord, Macron, il est hors jeu, il est de droite. Bon, alors ensuite, après, Mélenchon. Mais Mélenchon, il ne peut pas gagner tout seul. Il faut qu'il y ait une addition de voix. Addition de voix. Il y en a qui ont des illusions. Ils disent « Oh, ça va grossir comme la grenouille se fait le boeuf. » Et Mélenchon tout seul va aller au deuxième tour. Ça n'arrivera pas. Peut-être malheureusement d'ailleurs, mais ça n'arrivera pas. Il faut une alliance pour gagner. Il faut une unité pour gagner. Et l'unité, ce n'est pas le ralliement. L'unité, ce n'est pas la soumission. L'unité, c'est l'addition, c'est la rencontre et c'est ce fait de se mettre d'accord sur un programme commun de gouvernement. C'est ce que nous ferons si c'est Arnaud qui gagne le 30 janvier. Bah alors c'est assez paradoxal parce que vous dites que pour gagner il faudrait l'unité de la gauche, mais en même temps vous dites que vous ne pourriez pas faire l'unité derrière Manuel Valls, vous dites que... Attendez, Manuel Valls lui-même ne veut pas d'unité. Donc si c'est lui qui gagne,
c'est foutu l'unité, l'idée même d'unité. Manuel Valls, dans son gouvernement, a refusé non seulement l'unité, mais il a viré tout le monde. Il a viré les Verts, il a viré Taubira, il a viré Hamon, il a viré Montebourg. Donc c'est pour ça que je dis que Manuel Valls ne peut pas faire l'unité. Et si c'est Manuel Valls qui passait, il n'y a aucun accord avec Mélenchon. Ça, on sait que ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce qui arriverait? Manuel Valls aurait assez de voix pour nuire et pas assez de voix pour gagner. Ce sera à 8, 9 ou 10%. Il a peut-être changé Manuel Valls comme Non, Arnaud non, Montebourg. non, me dites pas ça, je viens d'entendre le débat là, et je sais au pointé à l'instant T où on est ce qui est dit. Et donc, il n'a pas une seule seconde parlé, lui, ni d'unité, ni de social. Donc, c'est pas possible. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il échouera, qu'il aura 8, 9 ou 10%, je n'en sais rien. Mélenchon, dans ce cas, il aura 12 ou 13%, il aura plus que lui. Mais les deux, quand ils sont en liste, fait que la gauche est foutue. C'est-à-dire que le 23 avril à 20h, on sort nos mouchoirs et on pleure parce qu'on n'est pas au deuxième tour. Et à ce moment-là, on sera balayé dans les législatives qui suivront. Alors, on a un internaute qui nous demande pourquoi Gérard Filoche ne s'allie pas avec Jean-Luc Mélenchon parce que ses idées sont plus proches de celles de Jean-Luc Mélenchon. Mais je suis en train de vous dire que je suis pour une alliance. Alliance avec Jean-Luc Mais Mélenchon. avant la primaire. Non, ça fait un an que je me bats pour que Jean-Luc Mélenchon accepte une plateforme commune et une candidature commune. J'ai bien dit candidature commune, parce que je disais qu'il fallait construire, j'ai pas dit PS. Vous lui avez parlé directement? Mais attendez, c'est de notoriété de tout le monde. Le 21 janvier dernier, c'est-à-dire il y a un an, jour pour jour, il y avait une réunion à Paris avec toute la gauche. Il y avait Marie-Georges Buffet, Pierre Laurent, tous les dirigeants du Parti communiste. Il y avait Cécile Duflot, Julien Bayou, tous les dirigeants des Verts. Et lui, Mélenchon, il est venu avec Coquerel, avec Daniel Simonet, ils étaient tous là. Et en plus, il y avait même le NPA. Tout le monde était là. Il y avait des dirigeants syndicaux de tous les syndicats. Il y avait le groupe Ensemble qui était là. Je veux dire, une réunion unitaire de tout le monde. On a passé 4 heures et on disait, essayons de nous mettre d'accord sur une plateforme commune. Et vous savez comment ça s'est passé? Jean-Luc Mélenchon a dit, pas de problème, la plateforme c'est la mienne d'il y a 4 ans. Deuxièmement, le candidat c'est moi, je suis le plus expérimenté. Et évidemment, il n'y avait plus de discussion possible. Et depuis un an, je me bats pour dire à Jean-Luc Mélenchon, passe donc par la grande primaire parce que tu peux la gagner. Non! Fais donc des pas nécessaires en direction des socialistes parce que tu ne gagneras pas tout seul. Non! Et n'empêche pas que la primaire ici réussisse. Parce que tu comprends bien que si tu as des gens de la gauche socialiste, l'unité sera plus facile que si tu as des gens de la droite du Parti socialiste. Non, c'est pas notre problème. Donc, je sais qu'il y a des difficultés de sa part, mais je doute que s'il y a beaucoup de votants, le 22 et le 29, et que le candidat, c'est Arnaud Montebourg, dit « j'appelle maintenant Jean-Luc Mélenchon, j'appelle maintenant Yannick Jadot, et je veux qu'on se réunisse », il lui sera sans doute plus difficile de dire « non, je veux pas ». Et d'autant plus que ça sera pour un programme commun. Alors il va dire bon, « non, mais c'est moi le candidat ». Mais comme Benoît Hamon a dit aussi, je ne fais pas du casting impréalable. Hein, vous avez peut-être vu ce point de détail. Non, oui, bien sûr, il a dit « je ne fais pas de ma candidature un préalable à la discussion pour un programme commun ». Et je veux dire, vous avez vu la réaction de Cambadélis qui a dit « oh, mais si le candidat socialiste qui a été désigné se retire, c'est inadmissible ». Il ne s'agit pas de se retirer, mais on est tous pour la 6e République. Donc dans la 6e République, il y a un président et un Premier ministre, c'est plus le système de la 5e pour nous. Donc il peut y avoir un accord sur le casting en même temps qu'un accord sur le programme. Et donc ça fait réfléchir. Parce que si Jean-Luc nous redit non, mais il va perdre. Et nous aussi, il fera perdre toute la gauche. Finalement, le problème avec Jean-Luc Mélenchon, c'est un problème d'ego. C'est un problème de stratégie. Je crois qu'il pense qu'un homme seul, avec beaucoup de charisme, peut l'emporter et faire bouger les lignes. Moi, je suis persuadé que non. Et il y a des gens qui disent maintenant les vieux partis, c'est mort. Beaucoup de vieux partis, dont le PS, sont en crise, et très en crise. Mais ça ne mord pas comme ça, un vieux parti. Et donc, il faut bien additionner les partis, il faut bien rencontrer les gens pour trouver la ligne au cœur de la gauche qui permet l'unité. C'est-à-dire la plateforme qui fait consensus. Et ça, s'il ne le fait pas, alors on perd tous. Et c'est ce que je dis à ceux qui suivent Jean-Luc Mélenchon. Et vous croyez, ah là, vous crachez sur le PS tous les jours, etc., etc. Chaque fois que vous crachez sur le PS, vous perdez des voix. Et chaque fois que vous dites on n'a pas besoin du PS, vous vous éloignez de la victoire. La victoire ne peut être qu'une addition de forces politiques. Vous savez, le Parti socialiste, il a encore eu le 6 décembre 2015 6 millions de voix. Alors il y en a moins sûrement maintenant. Mais 6 millions de voix, ça faisait 66% des voix de gauche exprimées.
Parce que dans les 5 élections qui ont été perdues depuis 5 ans à cause de François Hollande et de sa politique de valse, dans ces 5 élections, personne n'a pris la place du Parti socialiste. Et un parti ne disparaît pas sans être remplacé. Et moi, ce que je propose, c'est de profiter des circonstances pour remanier, retransformer et faire revivre autrement le Parti socialiste en brassant toutes les énergies de la gauche ensemble. Je crois que beaucoup de gens vont entendre ça une fois qu'on aura écarté Valls. Parce que pour l'instant, j'y crois pas. Mais si c'est Montebourg et une ouverture de discussion avec Arnaud Montebourg, ils se diront, tiens, la donne a changé. Ne ratons pas l'occasion pour le printemps, pour le 23 avril et le 7 mai. Alors vous avez une vision très précise de ce que le Parti socialiste devrait faire et la gauche devrait faire pour remporter la présidentielle. On a un certain Yo-Yo LF qui nous demande sur les commentaires, sinon pourquoi vous ne vous présentez pas à la présidence? Parce que tout le monde n'est pas au courant. Mais moi, j'ai été écarté injustement, scandaleusement même, par Jean-Christophe Cambadélis de ce débat. J'y aurais pris parti avec une grande vigueur, si ça avait été le cas, et j'aurais dit ce que je suis en train de dire. Et peut-être je l'aurais dit avec plus encore de fermeté que chacun des candidats. Mais bon, ça c'est le passé, ils ont triché pour m'écarter, ils ont mis des gens qui n'avaient pas de parrainage en prétendant que je ne les avais pas moi, et puis ensuite ils ont offert à Macron de venir. Comment il a dit Cambadélis? Je vous propose à Macron une wild card, c'est-à-dire une carte sauvage. Moi, je ne demandais qu'une carte vitale, seulement pouvoir m'exprimer. Ils ont empêché, je n'ai pas pu gagner cette bataille, même au plan judiciaire. Donc maintenant, je choisis, par la suite de ça, évidemment, je suis comme tout le monde si j'avais pu être candidat. Mais puisque je ne le suis pas, j'ai choisi, et c'est Arnaud Montebourg. Alors, on a aussi dans les commentaires un journaliste de la rédaction, Erwan Bruckert, qui vous demande, Monsieur Filoche, quel avenir pour le PS? Craignez-vous une refondation de la gauche gouvernementale autour de Macron? Là, il mélange tout. Macron n'est pas à gauche, rien ne se reconstituera auprès de lui. Par contre, dans le PS, une clarification, c'est possible. Vous savez, moi, mon rêve, c'est ce qu'il arrive dans le Parti socialiste, ce qui arrivait dans le Labour Party. Dans le Labour Party, il y avait Tony Blair qui le dirigeait. C'était Valls, si vous voulez, mais même, ouais, pareil, aussi pire, quoi. Bon. Et puis, quand ils ont perdu 2 élections après Tony Blair, il y a eu une grande crise dans le parti, Labour Party. Et il y a un gars qui s'est présenté, il s'appelait Jérémy Corbyn. Au début, ils ont voulu l'empêcher, ils ont dit qu'il n'avait pas les parrainages. Mais il a eu plus de biais que moi, il a réussi quand même à se présenter. Dans la primaire, il y avait 4 candidats. C'est comme s'il y avait eu Hollande, Jean-Marc Ayrault et Moscovici, si vous voulez. Et Jérémy Corbyn a gagné la primaire avec 59,5% des voix au premier coup. Et vous savez ce qui est arrivé dans les salles en Grande-Bretagne du Labour Party? Elles se sont remplies. Il y avait un monde fou, énorme, comme Macron aujourd'hui. Mais c'était pour un vieux socialiste, n'est-ce pas? Et Jérémy Corbyn, il a gagné et le Parti socialiste est passé de 100 000 membres à 650 000 membres. Jérémy Corbyn a gagné dans le collège des syndicalistes, dans le collège des adhérents et dans le collège des élus. Et alors après, ça n'a pas suffi. Les blairistes qui survivaient au Parlement ont essayé de lui faire, après le Brexit, une deuxième scène. 172 députés ont dit on vire Jérémy Corbyn. Alors il y a eu une deuxième primaire, là, après le Brexit, là, en 2016. Et vous savez à combien il l'a regagné, Jérémy Corbyn? À 62% et du premier coup. Et vous savez maintenant ce qui est? C'est que le plus grand parti de gauche d'Europe, enfin maintenant la Grande-Bretagne est sortie, c'est le Labour Party. Alors vous m'auriez dit ça du temps de Blair, même moi, j'en aurais douté. Mais puisque c'est arrivé là-bas, pourquoi ça n'arriverait pas ici? Parce qu'en fait, le Parti socialiste pourrait devenir un grand parti démocratique de gauche, de toute la gauche dans la tradition de Jaurès, et ça sauverait beaucoup de choses en France. Je vais vous donner un deuxième exemple, c'est le Portugal, s'ils veulent bien m'écouter, vos auditeurs. Bien sûr, on a Alors, je vais vous dire, le Portugal, en ce moment, il y a un gouvernement, disons Montebourg, Pierre-Laurent, Mélenchon, plus Jadot. C'est-à-dire qu'il se trouve là-bas qu'ils avaient déjà vécu l'expérience française. Il y avait le Parti socialiste portugais était au pouvoir avec un gars qui s'appelait Socrates. Et il y a 5 ans, ce gars-là s'est fait virer. Il avait fait du Hollande. Et les gens au Portugal, jamais plus je voterai Parti socialiste portugais, jamais plus je voterai socialiste portugais. Mais bon, 4 ans après, les élections sont revenues et les gens ont dit comment on fait pour battre la droite, parce que la droite est quand même redoutable. Et donc, ils ont tout fait pour battre la droite. Ils ont revoté Parti socialiste portugais. Et donc, il y a eu une majorité avec 21 voix de députés de plus pour le PC, le PS et le bloc de gauche. Ils avaient le choix. Soit ils s'inclinaient, ils disaient, bon, on est trop en désaccord.
on ne prend pas le pouvoir, on ne prend pas le gouvernement. Soit on fait une plateforme de gouvernement et on gouverne. Sinon, c'est la droite, bien qu'elle soit minoritaire. Ils ont choisi de faire une plateforme de gouvernement. Vous pouvez lire dans le Financial Times d'aujourd'hui et dans des journaux portugais que ça marche. Ils sont rapprochés des 35 heures. Ils ont recruté des fonctionnaires. Ils ont augmenté le SMIC. Ils ont redistribué des richesses. Ils ont pris des mesures de transition écologique. Et au Portugal, ça marche. C'est pas révolutionnaire, hein, je vous dis pas. Mais je vous dis que ça va bien mieux que ce qu'on subit en France ou ce qui a été subi avant au Portugal ou en Grèce ou tout ça. Et donc l'exemple portugais, on devrait en France l'étudier plus parce qu'en fait, on comprendrait que malgré les discours tonitruants, on peut mettre d'accord Mélenchon, Montebourg et Jadot. Et que si on peut les mettre d'accord, alors la gauche, ça sera un grand réveil en France. Elle gouvernera et dans le bon sens. D'accord, merci. Alors on a une certaine Fabienne Faisan qui demande « Et si Valls gagne la primaire, il fait quoi Filoche? Il vote pour qui ?» Ah mais il ne faut pas me demander ce que je ferai quand je serai mort. Moi, je veux vivre. Donc, excusez-moi, je vous donnerai la réponse le 4 février. Il y a une grande réunion de démocratie socialiste, de tous mes amis qui ont fait la campagne avec moi l'année dernière. Et on se réunit le 4 février à Paris. Et qu'elles viennent, on discutera ensemble de ce qu'on fera si cette catastrophe, par malheur, arrive. Bon, bah, merci beaucoup, Monsieur Filoche. Merci pour votre hospitalité. Merci de nous avoir accueillis pour ce débat. On salue aussi votre chien Pacotti, qui a été quand même assez sage malgré tout. Et puis voilà, on vous souhaite très bonne soirée et à bientôt pour un nouveau Facebook Live sur Le Point. Avec plaisir à tous. Bonsoir. Au revoir.